Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui parle de parentalité, de famille, d'amour, de couple, de développement personnel, sans hésiter les questions importantes. Si vous vous intéressez à la famille, à vos relations et que vous voulez les améliorer, restez avec nous. Aujourd'hui, nous recevons David Géna. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Nous allons te présenter. David, tu es marié, tu as 2 filles, tu es pasteur. Et tu as été aussi président de la Fédération adventiste de la Suisse romande et du Tessin pendant 12 ans. Avant ça, tu as étudié la théologie, la sociologie, tu as donné plusieurs séminaires en Suisse et un peu partout dans le monde. Et tu as travaillé pendant 35 ans dans la relation d'aide. Ça fait beaucoup. On peut dire que tu es un peu spécialiste de ça. Ne sois pas modeste, un petit peu quand même. Tu connais mieux que moi en tout cas. Un petit peu, oui. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire en une phrase ce qu'est la relation d'aide? La relation d'aide, il y a le verbe relier, relation, relier. C'est quand un jour on prend conscience qu'il y a des déchets dans sa relation à l'autre et aux autres. Il y a des problèmes dans la communication et on se dit comment faire? Est-ce que j'ai envie de continuer ma vie d'une manière, j'allais dire, triste? Ou bien j'ai envie vraiment de bouger, d'entreprendre un parcours de vie. Et d'abord, avant d'être relié aux autres, il faut pouvoir se relier à soi-même. Et se relier vraiment dans des conditions optimales. Se relier avec cette perspective d'écarter les rideaux pour un meilleur. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de courage, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a enfouis, qu'on a refoulés, en se disant ces éléments vont disparaître, mais tout d'un coup, inconsciemment, dans notre inconscient, dans notre cave, ben, ces éléments sont toujours là. Alors il faut descendre, il faut trier, il faut jeter les choses, il faut regarder en face certains éléments, certaines situations, il faut réentendre certaines paroles qui ont été blessantes, qui ont été dévalorisantes, il faut aussi quelque part cautériser certaines blessures, pour que ces blessures ne fassent plus mal, mais deviennent des cicatrices, et entreprendre une communication qui soit bienfaisante, vraiment, pour soi-même et aussi surtout pour les autres. Donc j'entends que la relation d'aide, c'est un travail qui est à faire sur soi, à commencer par soi. Alors ça, c'est le premier élément. Parce que si on n'est pas bien avec soi-même, comment pourrait-on prétendre être bien avec les autres? Donc qu'on soit marié, célibataire, seul, entouré, la relation d'aide concerne tout le monde. Concerne le couple, la famille, parce que souvent il y a de la friture sur la ligne par rapport non seulement au couple, mais aussi avec les enfants. Un ado n'a pas le même langage qu'un enfant, qu'un adulte, parce qu'il se cherche et parfois il peut être agressif, il peut vraiment parler d'une autre manière. Est-ce que moi, en tant que papa, j'écoute ma fille qui est ado là où elle s'exprime? Ou bien je veux l'écouter et l'entendre là où moi je souhaiterais. Et c'est là qu'il y a vraiment ces décalages, ces difficultés, ces problèmes. Et c'est là aussi que la relation d'aide pourra nous aider et nous inviter vraiment à nous revoir et aussi à pouvoir revoir les autres, quoi. Donc toutes sortes de relations, en commençant par soi. Est-ce qu'on peut alors parler de développement personnel? Alors, bien sûr que toute relation d'aide, quand on est bien relié avec soi-même, quand on a déblayé le terrain par rapport à cet échange relationnel, c'est un couloir, c'est un pont, une relation. Si le pont est vraiment jonché de débris, c'est problématique. Difficile. Ça devient difficile. L'autre aura de la peine vraiment à se retrouver, et moi-même. Et une fois que c'est déblayé, et au fur et à mesure que j'avance dans la relation d'aide, c'est déblayé, après, les échanges seront des échanges bienfaisants. Et définitivement, ça me permet donc de me structurer différemment, de me construire aussi autrement, parce que c'est vrai que quand il y a eu tous ces problèmes, on a été cabossé par la vie, on n'a pas été compris, on n'a pas été entendu, c'est vrai. Mais que fait-on de tout ça? Et c'est ça la relation d'aide. C'est décider de s'approprier sa vie en faisant un travail sur ses difficultés, ses problèmes, et de s'appuyer sur des ressources
plutôt que de ressasser à longueur de journée ses difficultés et ses problèmes. Waouh, donc c'est un gros travail Oui. Et puis, qui... peut-être Ouais, deuxièmement, non, je deuxièmement, t'en quand prie. on veut aider quelqu'un, parce que souvent on dit, je vais entreprendre vraiment le travail avec les autres. Tout d'abord, il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup, vraiment, d'humilité et de patience. Parce qu'on n'entre pas dans la vie de quelqu'un par effraction. On ne se déclare pas tout d'un coup responsable de relations d'aide ou bien aidant du jour au lendemain. Il y a des approches, il y a des techniques, il y a la patience. Il faut vraiment avoir cette empathie, c'est-à-dire se mettre dans les baskets de l'autre et aussi se mettre à son rythme et à son niveau. Parce que sinon, la relation sera croisée. Si l'autre s'exprime dans un registre rationnel, je ne peux pas l'écouter vraiment dans un registre émotionnel. Je dois, moi, faire ce pas, faire ce chemin pour pouvoir être en adéquation avec l'autre. Et souvent, l'autre va me parler de son ressenti. Est-ce que je dois porter un jugement? Est-ce que je dois vraiment commencer par analyser? Et la relation d'aide, c'est accompagner quelqu'un dans une écoute active pour permettre à l'autre de mettre de l'ordre dans ses idées et aussi de se dire, avec ses mots à lui, ok, et sans qu'il se sente jugé et condamné, quoi. Donc, je grandis intérieurement. Ce qu'on parlait là du développement personnel, développement de la personne. Je grandis intérieurement pour mieux entrer en relation avec les autres, qui eux-mêmes, si tout le monde fait ce travail d'intériorisation, de se regarder, d'être honnête avec soi-même, si tout le monde arrivait à faire ça, on aurait des relations parfaites en fait. Alors, plus ou moins parfaite, parce que peut-être la perfection n'existe pas, mais on peut s'en rapprocher. C'est-à-dire, on aura vraiment des relations et puis des contacts bienfaisants. C'est important. Mhm. Il n'y aura pas vraiment, j'allais dire, de déchets au niveau donc des relations. Ces choses-là, nous aurions l'un comme l'autre, les uns comme les autres, nous aurions vraiment fait le ménage quelque part, quoi. Ok? Ok. Détartrer vraiment, j'allais dire, les conduits. Ok. Tu parlais tout à l'heure que quand on écoute, il faut avoir une écoute active, qu'il faut reformuler pour voir si on a bien compris ce que l'autre a dit. C'est souvent un problème de communication. On n'entend pas ce que l'autre veut dire, on entend ce que nous, on a envie que l'autre dise. Mais, Ouais, vas-y, réagis, réagis. excuse-moi, Ouais. c'est la facilité. Et c'est vrai que parfois, nous avons cette tendance à nous approprier de la parole de l'autre. L'autre n'a même pas fini sa phrase que tout d'un coup, nous, Tout à eh fait. bien, on l'enferme dans notre schéma à nous. C'est classique. C'est classique. Mais ça, c'est vraiment un saboteur de la relation et aussi du développement de la personne. Quelqu'un qui n'est pas bien dans une relation, dans une communication, ne pourra jamais se construire d'une manière positive. Prenons l'exemple de nos enfants. Si nos enfants ont chaque jour, ils entendent des injonctions, des messages dévalorisants, des jugements de valeur, des comparaisons. Souvent, on compare nos enfants. L'enfant du voisin, Mhm. il est meilleur, il est mieux. Aïe, aïe, aïe. Ok? La sœur est vraiment, elle est super parce Ça que la détruit, ça. sœur, elle est bonne en maths, toi, tu n'es pas si bonne en maths. Mais souvent, comparaison n'est pas raison, mais inconsciemment, eh bien, on est dans un monde de performance et de comparaison. Et tous ces messages empêchent l'autre de se développer. Et surtout, ils vont façonner sa personnalité, parce l'enfant, on entend souvent ça, l'enfant va intégrer que tout ce qu'il entend de lui, bah, c'est vrai. Et du coup, ça va peut-être déformer sa personnalité, Tout, ses besoins, comment il va réagir dans la vie. tout à fait. Pourquoi? Parce que la parole des parents, à un moment, c'est une parole sacrée, Mhm. entre guillemets, quoi. L'enfant croit dans ce que les parents disent. Et quand les parents commencent à dévaloriser les enfants, eh bien, comment voulez-vous que ces enfants ne grandissent pas avec des manques, avec des difficultés, avec des lacunes et aussi avec des complexes? On a tous des besoins fondamentaux. L'un d'eux, c'est d'être valorisé. Est-ce qu'on peut faire un peu le point sur ces besoins? Oui, il y a donc un psychologue américain qui a vraiment établi une échelle de besoins. Mhm. Parce qu'un désir n'est pas un besoin. Alors, Un désir, tout allons-y. d'abord, eh bien, oui, c'est une réalité qui est fugace
eh bien, qui est plutôt une sorte de pulsion que nous ressentons. Alors qu'un besoin est existentiel, et quand un besoin n'est pas assouvi, ne trouve pas sa réalisation, eh bien, il y a des conséquences au niveau physique, mais surtout au niveau psychologique. Alors, est-ce que C'est important. tu peux nous parler justement de ces besoins? Alors lui, il a établi donc une échelle de besoins, donc il a mis tout en bas, donc c'est une pyramide, une échelle, tout en bas. Eh bien, il a Donc la mis donc, base, ouais. oui, donc la base, c'est vraiment le côté donc le plus élargi. Eh bien, il a mis donc les besoins physiologiques, qu'on appelle aussi des besoins de survie, manger, boire, dormir, donc la sexualité. Voilà, ça c'est le premier, le besoin fondamental, quoi. Voilà, ça c'est important. Si on ne mange pas, on ne boit pas, etc., quoi. Il a mis ça. Mais après, dans un deuxième temps, il a mis donc le besoin de sécurité. C'est-à-dire que nous avons tous besoin d'avoir en toit sécurité matérielle, mais aussi sécurité affective. On On a, associe souvent ça aux femmes, mais c'est pas aux femmes alors, c'est à tout le monde, non, c'est commun à tout le monde, non, non, mais pour à l'être l'être humain, humain, à c'est ça. l'être humain, quoi. C'est-à-dire, nous avons besoin d'avoir des ressources, d'avoir un travail, et puis aussi d'avoir la santé, et puis de vivre dans un climat de non-violence. Quelqu'un qui est abusé, quelqu'un qui est abusé verbalement, eh C'est bien, important. J'aimerais bien verbalement, qu'on souligne ça, ce n'est pas que physique. tout à fait. Dans la communication, si c'est quelqu'un qui vraiment qui subit toujours une forme de violence, Les critiques, ça peut être une forme de violence. bien sûr, quand quelqu'un eh bien, est toujours critiqué, toujours est dévalorisé, eh bien, c'est quelqu'un qui aura de la peine vraiment à avoir cette confiance donc en Ouais, c'est lui. pas juste insulte ou non, ça peut être plus fin, plus pernicieux avec des critiques, des choses Tout comme à ça. fait, ça peut être vraiment des allégations. Ça peut être vraiment une manière subtile de placer ça et là C'est important d'arriver à identifier ça. une menace, un chantage Ouais. par rapport à l'autre, Mhm. par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Il y a toutes sortes, j'allais dire, de pollutions dans notre manière de réagir et aussi d'aborder la relation à l'autre. Lui, alors, Maslow a dit, deuxièmement, c'est un besoin de sécurité, quoi. Et le Parce que, vous deuxième. voyez, donc on monte là, hein, Mhm. tout en bas. Alors ça, tout le monde, vraiment manger, boire, dormir. Mhm. Et Et puis, juste après, tout de suite après, besoin de sécurité. Alors, le travail, c'est important, avoir des ressources, avoir un toit. OK. Troisièmement, il dit aimer et être aimé. ah, ça vient en troisième En place. troisième, c'est-à-dire que c'est en ordre de priorité. Mhm. Troisième, c'est encore plus prioritaire qu'en bas. D'accord. C'est-à-dire que le besoin basique, ben, tout le monde. Mais là, c'est un pas de plus qu'on fait. C'est une progression dans la Mhm. pyramide, D'accord, hein, d'accord. pour arriver en haut, Au donc, top du top. Ouais. pour toucher donc à la pointe, quoi. Il dit aimer, être aimé, et aussi développer donc le sentiment d'appartenance au groupe, à la famille. Un enfant qui ne se sent pas accueilli, entendu, aimé, compris, eh bien c'est un enfant qui aura de la peine à développer le sentiment d'appartenance à sa propre famille. Et aussi donc, j'allais dire, c'est la même chose en classe. Si un enfant n'est pas accueilli, n'est pas accepté, il aura de la peine vraiment donc à avancer donc dans ses études et à développer ce sentiment, eh bien ma classe c'est super, je me sens Mhm. vraiment intégré, quoi. Ça c'est troisième. Quatrième, c'est l'estime de soi. C'est important d'avoir cette confiance en soi, cette estime de soi On voit que c'est quand même une grosse lacune chez beaucoup de personnes. C'est quelque chose qui manque beaucoup, l'estime qui de soi. manque. Et c'est là que survient ce problème par rapport à l'émergence du sujet. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dire je, qui n'arrivent pas à prendre des décisions par elles-mêmes. Doit téléphoner à maman, à papa, Ouais, ou la vie à un des autres copain. compte beaucoup, beaucoup Oui, trop des fois. oui, alors si tu le penses, si tu le dis, mais toi, qu'est-ce que tu dis, Mhm. toi? Moi, j'ai envie de t'entendre, toi, ce que tu penses, toi, ce que tu dis. Mais la personne va développer le je, J-E, quand cette personne aura été valorisée, quand cette personne aura vraiment structuré eh bien, sa vie depuis son enfance, bien sûr, d'une manière donc positive. C'est-à-dire être considéré. C'est important d'être considéré, d'être reconnu Bien dans ce sûr. qu'on est, dans son identité, dans sa personnalité, quoi, hein. Alors ça, c'est important, se sentir accepté, hein. Après, il arrive donc à la pointe et dit pour la réalisation de soi. Vous voyez, chaque étape est importante Mhm. pour se réaliser. Je ne dis pas que
nécessairement, il y a une sorte d'automatisme par rapport à La chaque progression. échelon. Mais chaque progression dépend aussi quelque part, d'une manière moindre ou importante, de ce qui s'est passé avant, quoi, D'accord. à l'échelon Il y a inférieur. quand même une logique de Une conséquence, progression. hein, une progression. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut être plus ou moins au niveau de la sécurité? Il y a une période où j'ai pas de travail, mais j'avance sur d'autres niveaux. C'est possible ça donc. On n'attend pas d'arriver d'avoir tout le complet, un niveau incomplet pour pouvoir passer à l'autre. Alors, c'est pas impossible. Mais quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, Ouais, ça, c'est quelqu'un eh bien, qui n'a pas de, voilà, qui peut pas respirer correctement, quelqu'un qui, par exemple, n'a pas un toit, quelqu'un qui n'a pas de ressources, il va ben, difficilement ce sera mm, compliqué pour cette d'avoir de personne l'estime de lui-même. d'avoir de Mm. cette confiance, cette estime. Quelqu'un qui a perdu son travail, par exemple, on parle de sécurité du travail, mais souvent il va se culpabiliser, il va dire pourquoi moi j'ai été viré, pas l'autre. Ouais, donc il y a quand même Oui, une liaison entre voilà. les Mais différents niveaux. je ne dis pas que c'est Ouais. impossible, Mhm. parce que j'aime pas être catégorique, mais ce sera compliqué. Et Maslow dit, par rapport aux besoins, eh bien, c'est important quand même d'assouvir quelques besoins à l'échelon En inférieur dessous. pour pouvoir eh bien, progresser. Après, on arrive tout en haut. Alors, on a parlé donc de l'estime de soi, respect de soi, la confiance et tout. Eh bien, ça, c'est important, on a vu. Et puis, il dit réaliser, se réaliser, quoi. Et pour se réaliser, eh bien, c'est aussi ce désir d'entreprendre, quoi. Quelqu'un qui a vécu la confiance en soi peut entreprendre, peut créer, Mhm. peut vraiment inventer, peut faire du neuf, Oui, là, c'est vrai qu'il faut avoir une sacrée confiance en soi pour pouvoir se lancer. parce qu'il sera animé par une Mhm. énergie, eh bien, par une confiance, et aussi, quelque part, par cette estime de lui-même, quoi. Il pourra développer ses talents, et c'est ce qu'il appelle, lui, tout en haut, l'estime de soi, quoi. Tu as dit plusieurs fois, en parlant de cette progression, cette échelle, tu as fait souvent référence à l'enfance. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent quand même dans l'enfance. Si on n'a pas eu une enfance sereine, qui répond à tous les besoins d'un enfant, est-ce qu'on peut quand même se défaire de ces schémas du passé? Mais c'est pas seulement possible, c'est même utile et nécessaire. D'accord. Parce que le jour où je prends conscience que dans mon passé, il y a eu donc des choses qui ont été vraiment compliquées, difficiles, des choses qui m'ont heurté, des choses qui m'ont blessé, des choses vraiment qui m'ont rabaissé. Que fais-je de tout ça? Moi, j'ai une expression qui est vraiment une expression que tout le monde pourra comprendre. Je dis il faut faire la vidange. Pour notre véhicule, après quelques kilomètres, après des milliers de kilomètres, on est appelé au garage pour dévisser, j'allais dire, sous le moteur pour laisser couler cette huile, quoi. Mhm. Et faire un travail sur soi, c'est entreprendre avec courage, mais avec ténacité et avec sincérité, de faire la vidange par rapport à toutes ces choses qui ont encombré mon passé. Et c'est en prenant conscience, c'est en se disant, je dois faire la vidange, je vais faire la vidange, je vais crever certains abcès par rapport à certaines souffrances, à certaines blessures, je vais crever tous ces abcès. C'est à partir de là que je pourrai vraiment avancer, vraiment avec, j'allais dire, cet espoir, avec cet allant. Je fais une petite parenthèse. On comprend bien l'idée de vidange, mais des fois, on ne sait pas le faire. Il faut appeler le mécano pour le faire à notre place. Oui, Est-ce que, à ce niveau-là, dans notre contexte aussi, est-ce qu'on peut faire appel à des professionnels pour nous aider à faire ça? tout à fait. C'est important quand on a fait le diagnostic. Et là, je dis, nous ne devons pas faire un bon diagnostic, on doit faire un vrai diagnostic. Nous devons nommer ce qui nous a blessés. Notre moi souffrant, on doit savoir où le bas a blessé. Si c'est dans les messages dévalorisants par rapport aux parents, je fais quoi de ça? Est-ce que je vais jouer encore à la victime ou bien je vais dire non, c'est vrai que j'ai été blessé. Si je peux en parler, j'en parle à mes parents s'ils sont toujours là pour dire voilà, en langage j'ai senti telle ou telle chose et ces choses sont toujours là.
je souhaiterais vraiment vous en parler, ou bien t'en parler, papa, etc. Et c'est en disant les choses, c'est en les nommant qu'on pourra vraiment commencer à faire la vidange, commencer à cautériser et vraiment à regarder la blessure pour pouvoir, j'allais dire, quelque part la guérir, quoi. Alors, par rapport aux professionnels, Oui, c'est c'est une question important. parce que je sais que, en tout cas dans les milieux chrétiens, des fois, certaines personnes se disent qu'aller voir un psychologue, par exemple, c'est pas nécessaire, c'est pas utile pour un chrétien. Euh, je pense que dans la vie qui nous entoure, nous avons des médecins et on va chez le médecin. C'est vrai que nous pouvons prier. Je prie et je pense et j'invite les gens aussi, ceux qui sont croyants, à vraiment aller dans la prière. La prière, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut nous faire du bien. Mais il y a des situations qui sont tellement graves, tellement encombrées de déchets relationnels, que nous avons besoin de l'aide de quelqu'un pour mettre de l'ordre. Quelqu'un qui entre dans notre vie pour nous accompagner, pour nous aider à mettre des mots, MOTS, sur nos mots, MAUX, quoi. Et il y a des thérapeutes, il y a vraiment certains pasteurs qui ont la formation, il y a parfois des amis qui connaissent les techniques de l'accompagnement, eh bien, qui pourraient nous aider vraiment à nous retrouver, à mettre de l'ordre. Et l'écoute active aide la personne à trier et à mettre de l'ordre dans ses propres idées pour pouvoir mettre des mots sur ce qui a fait mal, quoi. Donc si on choisit bien la personne avec qui on va cheminer, qui va nous accompagner sur ce chemin de vidange, comme tu dis, c'est possible d'aller, par exemple, voir un psychologue, il n'y a rien de mal à ça. Ah, moi, pas du tout. Je pense D'accord. que c'est des personnes qui sont honnêtes et peuvent nous aider D'ailleurs, il vraiment y a à des avancer. psychologues chrétiens. Tout à fait, On peut oui. trouver, on cherche sur Internet, on trouve facilement. Ouais. Je ferme la parenthèse, Mm. on revient sur notre thème. Euh, Tu parles donc de la vidange qui revient un peu, je comprends, à faire peut-être le deuil de son passé ou de ce qu'on n'a pas vécu, qu'on aurait dû vivre dans son enfance. C'est quoi faire le deuil? Alors, ça, c'est une étape. Il y a plusieurs étapes par rapport au deuil. On parle beaucoup de mort ces derniers temps, mais le deuil, c'est pas seulement par rapport à une personne disparue. Le deuil, c'est la perte de quelqu'un. C'est faire, regarder ça de près. C'est la perte de quelqu'un ou la perte de quelque chose, ou bien la perte d'une situation. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, c'est-à-dire un travail. Quelqu'un qui a perdu son travail, par exemple à 48 ans, eh bien, a perdu quelque chose. Ça peut être aussi la maladie. Une femme qui a dû faire une amputation par rapport à un cancer du sein, par exemple, eh bien, c'est une femme qui doit aussi apprendre à vivre avec ce manque. Le Ouais. manque, c'est pas seulement quelqu'un, c'est aussi quelque chose. Donc faire le deuil, c'est apprendre à vivre avec un manque. C'est important pour nous de le savoir, parce que quelquefois, nous avons été maladroits. Quand quelqu'un perd son travail, on nous dit oui, mais tu as le chômage. Oui, Mais le chômage ne remplace pas, j'allais l'activité. dire, quelque part, cette valorisation que la personne avait d'aller travailler. Parce que la personne aimait son travail et tout d'un coup, c'est un manque, c'est un vide existentiel. Ok? Donc de faire le deuil, en quelque part, ça peut être un plus dans sa vie. Alors, On voit ça comme quelque chose de difficile, de dur et de triste. Et des fois, on veut pas, on s'accroche à ce qu'on a perdu, mais en fait, c'est un plus dans notre vie. dans un premier temps, c'est normal qu'on s'accroche. Où il y a des étapes. Il y a des étapes vraiment donc à entreprendre et à passer. D'abord, il y a donc il y a à peu près 5 étapes. Un prof, on le très bien à Genève, avait introduit donc une 6e étape que je parlerai tout à l'heure. Il y a d'abord le choc. Quelqu'un qui perd un être cher est sous le choc. Et ce choc, eh bien, débouche sur un refus. C'est ce qu'on appelle le déni émotionnel. Refus. Et je connais une dame qui me racontait, une personne d'un certain âge, qui me disait, quand mon mari est décédé, eh bien, je mettais toujours son couvert. Je faisais donc à manger pour deux, alors qu'il n'était plus là. C'est-à-dire que la personne était dans un état d'hébétude, était tellement hébétée, choquée, que quelque part, au niveau donc de son cerveau, elle n'arrivait pas Non. vraiment à accepter que l'être aimé
soit vraiment parti, quoi. Là, on touche à un sujet qui est très important et qui peut intéresser beaucoup de personnes. Donc, est-ce qu'on peut, pour conclure, que tu parles justement de ces 5 étapes, tu as dit qu'il y en avait peut-être même 6, sur ce fameux deuil qui est important et qui clôturera notre rendez-vous d'aujourd'hui. Alors, par exemple, si quelqu'un est dans le choc, dans le déni, nous ne devons pas le brusquer. Nous devons respecter pendant un moment, bien sûr. Eh bien, la personne parle toujours au présent, hein, de celle qui est partie, etc. Donc, il faut, quelque part, pendant un moment, j'allais dire, écouter. Si vraiment ça durait des semaines et des semaines, pour ne Ça pas dire devient des plus mois, inquiétant. ça pourrait devenir donc malsain. Ok. Après, deuxièmement, il y a donc la colère. Tout d'un coup, il y a un sentiment de colère qui nous anime. On se dit, mais oui, pourquoi c'est arrivé? Et cette colère, eh bien, est tournée bien souvent vers les personnes qui ont été proches, par exemple, avant que la personne disparaisse, quoi. Je prends un exemple, quelqu'un qui est décédé à l'hôpital, bien souvent, eh bien, la famille va dire oui, le médecin n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, eh bien, les infirmières, etc. Donc, la posologie, les médicaments, voilà, on cherche quelque part de sortir sa colère contre, et c'est une réaction, hein. Donc, déni, colère. Oui, colère, c'est important. Après, donc, on arrive, bon, après, ça peut être Dieu aussi, hein. Ouais. J'entends souvent les gens disent, si Dieu existait, pourquoi il y a tel accident, On telle entend. calamité, quoi, hein. Bon, Dieu a bon dos, de toute façon. Alors après, il y a troisième étape, c'est le marchandage. La personne est dans une ambivalence, vous dire non, oui, j'ai perdu mon travail, mais bon, je vais quand même le retrouver. Je suis sûr que le patron, Il va me rappeler. eh bien, va me rappeler, etc. Hein, ok. Et puis, voilà, quelqu'un qui a perdu une situation aussi peut dire, bon, c'est momentané, etc. Mais après, on est conscient quand même, eh bien, que la chose a vraiment disparu, que vraiment la perte a vraiment donc eu lieu. On est un peu dans cette ambivalence, quoi, ok? Et puis, souvent, au niveau spirituel, on prie, on dit, Seigneur, si tu me rends mon travail, je te promets d'être encore plus fidèle, etc., etc., quoi. Eh bien, En marchandage, là, vraiment, le pour le coup. marchandage, c'est aussi donc avec Dieu, quoi. Après, il y a donc une période de déprime. Là, on se rend compte de la Alors tout d'un situation, coup, vraiment. voilà, voilà la Prise perte et de puis conscience. on plonge, quoi. Et puis c'est aussi une période qu'on doit vraiment respecter, hein, parce que c'est une étape qui est importante, quoi, hein. Quand la personne constate que la perte est définitive, que l'autre personne ne reviendra pas, alors la douleur est là, elle est lancinante et cette douleur vraiment provoque une déprime, quoi. Alors, La c'est une dernière. étape à passer. Et puis la cinquième étape, c'est vraiment l'acceptation. Le jour où tout d'un coup, après être passé par ces étapes, eh bien, on se dit oui, cette personne ne reviendra pas. Mon travail, je l'ai perdu. Le patron ne m'a pas appelé. Ou la situation de mon enfance que j'aurais voulu vivre, je ne l'ai pas vécue, Ouais, et on l'accepte. voilà. Ce qui fait partie de la Oui, relation. j'accepte que j'ai été vraiment malmené, que j'ai pas été compris, que j'ai pas été accueilli. J'accepte. C'était pas quelque chose de bien. Je n'ai pas dit que c'était bien, mais enfin, j'arrive à cette acceptation. Et c'est par rapport à cette acceptation que je pourrais rebondir, que je pourrais Donc c'est vraiment. là le point où juste, C'est ouais, le on point va rebondir. névralgique, c'est ça ce ressort, parce que si je m'enferme dans la victimisation, si je m'enferme toujours dans la déprime, eh bien j'aurai de la peine vraiment à vraiment accepter pour pouvoir après. Et moi, c'est la sixième étape, c'est la reconstruction, quoi. Donc c'est tout ce cheminement de la relation d'aide. Et une des étapes de la relation d'aide, c'est de faire le deuil de choses, soit qu'on a perdues, soit qu'on n'a pas vécues et qu'on aurait dû vivre, qui nous amène à cette acceptation et à ce rebond pour se reconstruire. Tout à fait. Ça, On c'était appelle un ça point. résilience aussi. Qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi? Est-ce que je vais vraiment passer ma vie à me morfondre, à me lamenter sur ces blessures du passé, ou bien je me dis, eh bien, je vais vraiment entreprendre cette étape de deuil, quoi. C'est une question qu'on va poser à tous nos internautes qui nous suivent. Merci David pour ta participation et pour tous ces éclaircissements. À chacun maintenant de prendre le temps, accompagné ou seul, pour faire ce travail en profondeur, peut-être faire le moment de faire le deuil dans votre vie de certaines choses pour pouvoir rebondir. On va se revoir David, hein,
Il y a encore Oui, d'autres choses à avec dire sur la plaisir, relation avec d'aide. plaisir, Élise. Merci à vous tous et d'ici là, très bonne journée à vous. À bientôt.